vais donner la parole à José Juste, professeur de droit, José Juste, professeur de droit international à l'Université de Valence, qui va intervenir sur le principe de prévention. Michel, avant de donner la parole à José, peut-être peux-tu faire une petite présentation plus personnalisée, puisque c'est grâce à ton intermédiaire que beaucoup d'entre nous ont eu la chance de rencontrer notre cher collègue. Non, mais juste pour dire, José Juste travaille avec le CIDCE depuis très longtemps et il est même le correspondant en Espagne du CIDCE. C'est tout dire, toute l'importance de son rôle éminent en droit international de l'environnement. José, la parole est à vous. OK, merci beaucoup, merci. Je me félicite d'avoir été invité à cette 4e commémoration de la fondation de CIDCE. Et comme Michel vient de dire, c'est depuis le début que nous nous connaissons, peut-être ça fait 40 ans aussi que nous nous connaissions. Et je me félicite d'avoir un ami qui a été capable de mettre en place une institution aussi importante dans le contexte international. D'ailleurs, qu'elle s'occupe surtout, parce que ONG, il y en a beaucoup, mais qui s'occupent de l'optique juridique, il n'y en a pas autant. Alors, je me félicite d'avoir été invité et je remercie tout le monde. Je suis heureux de me retrouver avec de bons camarades, Agnès, Frédéric, Michel, Émilie. Bon, on m'a donné comme sujet les principes de prévention et ça m'a donné l'opportunité de réviser mes notes sur la matière et de redécouvrir que rien n'est simple dans le domaine du droit international de l'environnement. Il semble facile, un sujet élémentaire, mais dedans, il y a beaucoup de choses complexes qui, après 40 ans, sont encore complexes. Voyons ce que je vais vous dire. J'ai envoyé un PowerPoint pour aider les traducteurs, mais si vous voulez les mettre, peut-être ça peut aider aussi à suivre mes arguments. Je m'occuperai de 3 choses pour ne pas dépasser les 20 minutes qui m'ont été données. La notion, le concept de prévention. Les visages du concept de prévention qui a plusieurs visages différents. En premier lieu, il apparaît la prévention comme une fonction qui tient à... Oui, merci. Passons. Oui. Qui est plutôt une approche, c'est-à-dire une orientation qui est structurelle dans les systèmes du droit international de l'environnement et qui vise tout simplement à éviter les dommages à l'environnement, étant donné, comme la Cour internationale de justice l'a dit dans son arrêt dans l'affaire des projets Gatsiboko-Naguimaros, qui est un domaine où la prévention et la vigilance sont fondamentales parce que les dommages à l'environnement parfois ne peuvent pas être réparés ou presque jamais peuvent être réparés. Et c'est pour ça que l'orientation préventive est une approche saluable. Mais au-delà de ça, au-delà d'une approche structurelle dans les systèmes, les principes de prévention, c'est affirmé comme une règle du droit de l'environnement, du droit positif. Elle l'a fait tout d'abord dans un contexte transfrontalier, c'est-à-dire la règle visée, c'est la règle dite de l'usage non dommageable du territoire. Les États étaient obligés à prévenir les dommages au territoire d'autres États. Et il y a aussi une jurisprudence internationale qui souligne cet élément. Les affaires bien connues, l'arbitrage de la fondation des Trails en 1941,
la Cour internationale de justice, la sentence du droit de Corfou, l'arbitrage entre l'Espagne et la France en 1956 dans l'affaire du lac Lagnou. Ils affirment tous la même chose. Aucun État n'est pas permis d'affecter les droits d'autres États dans son territoire, n'est pas permis de causer des dommages au territoire d'autres États. Je voudrais souligner l'idée du territoire, c'est-à-dire ici, on n'est pas encore dans le domaine dur de l'environnement, on est dans le domaine de la souveraineté territoriale. Ce qui est interdit dans cette première vision historique du principe, c'est de porter dommage au territoire, à la souveraineté d'un État voisin. C'est dans le cadre des relations de voisinage que ce principe s'est affirmé au début. Sic utere tuo ut alterum non ledias. De là, la chose est passée au domaine de l'environnement et il ne s'agissait plus de ne pas porter des dommages au territoire, à la souveraineté d'autres États, mais de prévenir des dommages à l'environnement d'autres États et par extension de régions ne relevant d'aucune juridiction nationale. C'est-à-dire que les principes qui a commencé pour être un principe de souveraineté territoriale et ne pas endommager des États voisins est passé à un principe beaucoup plus large qui cherchait à prévenir les dommages à l'environnement d'autres États, mais pas seulement ça, mais aussi à l'environnement des zones situées au-delà de toute juridiction nationale. C'est comme ça qu'il a été énoncé, notamment au principe 21 de la Déclaration de Stockholm en 1972. Et de là, il est devenu un principe structurel, fondamental du droit international de l'environnement. Et puis, où on est aujourd'hui, mais je voudrais souligner qu'on est en train d'avancer vers la consécration du principe de prévention dans un contexte plus global. Plus global comment? Avec, en premier lieu, un renforcement de l'action anticipatrice en poussant l'idée qui est à l'origine de la réflexion, selon laquelle il faut plutôt prévenir les dommages à l'environnement qu'organiser la réparation et le rétablissement de la situation qui parfois est impossible. On a renoncé en partie dans les domaines du droit international de l'environnement à des règles sévères sur la responsabilité. Et il est bon que si on renonce à des règles sévères en matière de responsabilité parce qu'elles sont vraiment politiquement impossibles, on renforce par contre les devoirs d'action préventive, anticipatoire. Aussi, une idée force de cette globalisation de la prévention, ça serait de pousser l'obligation de la globalisation des espaces protégés et l'approche écosystémique, c'est-à-dire laisser clair d'une fois pour toutes, il faut protéger l'environnement dans chaque État, l'environnement dans les autres États et l'environnement dans les zones au-delà de la juridiction nationale, c'est-à-dire une vision horizontale totale. Parce que dans les principes, même comme il est affirmé à la Déclaration de Stockholm, il n'est pas dit clairement que les États aient le devoir de protéger son environnement à soi, c'est dans un domaine municipal, domestique. Alors, il faut que globaliser la prévention inclut le devoir international de protéger l'environnement national. Et puis, ça porterait aussi à une sorte d'universalisation, à prévention des dommages à l'environnement per se, c'est-à-dire considérer l'environnement comme un sujet de protection per se, ce qui est en train de se faire pas dans les textes internationaux les plus récents, et comme ça, protéger les droits de la nature et prévenir tout possible dommage à la nature et à l'environnement comme tel.
Pas parce qu'il cause un dommage à quelqu'un, mais simplement parce que c'est un sujet de protection à lui. Et puis, ça mènerait à l'universalisation des sujets légitimés pour agir. Et je vise ici à un sujet cher à Émilie, à la chère Normandie pour la paix, les droits des générations futures. Il faudrait aussi prévenir, en particulier, les droits des générations futures. Passez, s'il vous plaît. Deuxième. Ah oui. Non, ça passe pas? Bon, en attendant que quelqu'un passe la diapositive suivante, je commencerai à vous dire de quoi s'agit-il. Une fois qu'on a examiné le visage du principe de précaution, on va examiner le contenu du principe de prévention et sa proclamation de Stockholm 72 à Rio 92 et au-delà. Quels sont les éléments communs à la déclaration de Stockholm et de Rio? Stockholm 72, principe 21, et Rio 92, principe 2, c'est à peu près la même chose qu'ils disent tous les deux, mais avec une petite différence. Les choses qui sont communes aux deux formules, c'est souveraineté sur les ressources naturelles. C'est une prémisse. Parfois, on le lisait et on pensait que ce n'est pas encore les principes de précaution, c'est un préambule. Mais c'est tout lié. Les États voulaient tout à la fois. Et tout à la fois, c'était confirmer la souveraineté des États sur les ressources naturelles et son droit souverain de décider sur les ressources naturelles de chaque État. C'est le point numéro 1. 2, prévenir les dommages à l'environnement d'autres États, ça c'est accepté. Et 3, prévenir les dommages à l'environnement des zones au-delà de la juridiction nationale. Mais tous les 3 éléments font partie du principe de prévention tel qu'il a été déclaré à Stockholm et à Rio. Et puis, il y a une petite différence entre Stockholm et Rio qui relève de l'irruption des considérations de développement, qui est le fait de Rio 82. Pourquoi? Parce que dans la première partie, les premiers éléments, souveraineté, à Stockholm, il est dit droit souverain des États sur les ressources naturelles suivant leurs propres politiques environnementales, mais à Rio, il est dit environnemental et développemental. C'est-à-dire que les États ont un peu revenu en arrière et on dit on a les droits souverains de décider sur l'usage des ressources naturelles dans nos territoires d'après nos propres politiques d'environnement et aussi nos propres politiques de développement. C'est un changement subtil, mais c'est un changement profond parce que les besoins de développement commencent à gagner du terrain face aux besoins de protection de l'environnement. C'est mon interprétation, on peut le discuter, mais je crois que l'insertion de cet élément, et si on visite les travaux préparatoires et voit quels sont les États qui ont poussé pour avoir cette idée de besoin de développement, des politiques de développement, on se rend compte que l'idée, c'est de revenir un peu en arrière et ne pas avancer trop rapidement dans l'échappement du développement environnemental et considérer aussi les besoins de développement durable. Et puis, c'est un petit pas en arrière, subtil, comme je le dis, mais qui a été continué un peu par la suite, parce que surtout les projets d'articles de la Commission des droits internationaux adoptés en 2001 sur la prévention des dommages transfrontaliers résultant d'activités dangereuses et introduit 2 limitations très drastiques. Une, c'est que les dommages considérés, c'est seulement les dommages physiques
à l'exclusion de tout autre dommage économique ou sociologique ou autre. Alors, c'est une réduction de l'objet de la protection transfrontalière environnementale seulement vis-à-vis des conséquences négatives physiques, mais pas les autres. Ce n'est pas trop dramatique, mais ce qui est plus dramatique, c'est la définition du concept transfrontière, parce que l'article 2b du projet d'article dit que pour les propos de ce projet d'article, transfrontière signifie activité causée dans un État, activité développée dans un État qui cause des dommages à l'environnement dans notre État. C'est-à-dire, on limite les champs d'application du projet d'article aux effets transfrontaliers au sens le plus arriéré du terme, d'un État à un autre État, à l'exclusion de les dommages qu'on peut causer à l'environnement dans chaque État et surtout les dommages qu'on cause à l'environnement au-delà des espaces situés dans la juridiction nationale. C'est un grand pas en arrière par rapport au droit international de l'époque. C'est incompréhensible, pour moi, c'est incompréhensible que la Commission des droits internationaux, qui est un organe juridique, se permet de dire les contraires que le droit international a déjà reconnu clairement et que la Cour internationale de justice a prononcé clairement 10 ans après ou 5 ans après, 5 ans avant ces projets d'article. Dans les commentaires de l'article 2 du projet, il est expliqué que c'est pour un propos pratique, pour maintenir les projets dans des limites raisonnables, mais pour moi, ce n'est pas raisonnable, c'est tout à fait déraisonnable, pour raisons pratiques ou autres, réduire la portée d'un principe qui vise à l'ensemble de l'environnement de la planète et de le réduire au rapport d'un État à un autre État. État qui cause les dommages, État lésé, et c'est tout. Ça, pour moi, c'est un pas en arrière. Par contre, il ne faut pas être trop pessimiste. Il y a d'autres déclarations internationales, d'autres textes qui ont poussé en avant les limites, la portée des principes de prévention. Par exemple, la déclaration de l'Institut de droit international de 1997 sur l'environnement ajoute des éléments intéressants, notamment les droits des générations futures, etc. Enfin, il faudrait avoir plus de temps pour l'expliquer, mais ça, c'est un pas en avant positif. Et moins positif, mais aussi un petit pas en avance, c'est la déclaration de New Delhi, de l'International Law Association de 2002. Elle est plus conciliatrice entre développement, environnement, enfin, elle n'est pas trop avancée, mais quand même, elle n'est pas rétrograde ou arriérée comme le projet d'article de la Commission des droits internationaux. Et surtout, il faut être optimiste, il faut regarder la jurisprudence internationale, surtout l'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur les affaires, sur l'utilisation des armes nucléaires de 1996, dont le paragraphe 29 dit clairement que les principes de prévention qui incluent les dommages causés à autre État ou à toute zone située au-delà des juridictions nationales appartient au droit international consuétudinaire contemporain. La Cour l'a souligné avec toute son autorité, et puis le Tribunal international des droits de la mer, dans son avis consultatif de 2011, a répété et répandu, extendu ces principes un peu plus loin encore. On le verra tout de suite. On rentre dans la troisième diapositive, slide. Vous pouvez passer, s'il vous plaît? Troisième. Merci. Les critères de la diligence due et la concrétisation de son contenu. Bon,
qu'est-ce que c'est la diligence due dans des termes normatifs? C'est le devoir de diligence qui est à la base de la notion, qui est une obligation de comportement. On connaît bien la catégorie des obligations de comportement, pas de résultat, mais il faut reconnaître que c'est un critère difficile à déterminer et variable en fonction des cas qui peuvent être très différents dans la pratique. Alors, le devoir de diligence est bien établi. Il s'agit d'une obligation de comportement, très bien, mais quel comportement? Les comportements d'un bon gouvernement, c'est un critère, une orientation, mais dans les cas concrets, c'est plus difficile. Mais heureusement, on a avancé. Quels sont les éléments essentiels du critère de diligence due, du principe de la due diligence comme expression de la prévention? Bon, il y a deux éléments fondamentaux. Un, c'est le seuil. Alors, il s'agit de réagir face aux dommages significatifs. Alors, pour que le système entre en ligne, il faut être en présence d'un dommage significatif causé à l'environnement, pas de minimis, avec une certaine gravité, et les mots clés, c'est significatif. Et puis, il faut savoir en quel moment. Et là, on a beaucoup avancé parce que c'est à tout moment. Avant, il faut un devoir de vigilance qui s'exprime avant que les dommages se soient produits, pendant que les dommages prennent place et après. Alors, c'est bien établi qu'il s'agit de protéger l'environnement en tout temps, avant, de préférence à la source, et avec une vigilance continue pendant toutes les périodes où les risques se maintiennent, les risques de dommages significatifs. Et puis, on a aussi avancé dans la voie de déterminer les éléments qui font l'effet de l'obligation de diligence. À quoi consiste exactement l'obligation de diligence? Quels sont les éléments qui peuvent donner la mesure de si on est ou pas dans le cadre des obligations dérivées du devoir de diligence? Bon, alors la première chose, c'est qu'il faut utiliser une approche de précaution. Ça, c'est le Tribunal international du droit de la mer qui l'a souligné très clairement dans son avis consultatif en question. Il faut utiliser l'approche de précaution qui dit la Cour, le Tribunal international du droit de la mer, est en train de se présenter comme un principe de droit international consuétudinaire. Il est en train de gagner du terrain pour s'affirmer comme un principe de droit international consuétudinaire. Il faut aussi adopter toutes les mesures appropriées d'évaluation, vigilance et contrôle. Alors, les trois éléments sont exigés. Adopter des mesures, c'est-à-dire agir, ne pas être passif. Et ces mesures doivent être d'évaluation, de vigilance et de contrôle. C'est encore la Cour internationale de justice qui l'a dit dans son arrêt dans l'affaire des usines des pâtes à papier. Et il faut surtout, et c'est la chose la plus effective dans le contexte, procéder à une évaluation d'impact environnemental dans toutes les situations où il faut exercer la diligence pour éviter les dommages à l'environnement dans un contexte transfrontalier et global. Il faut impérativement procéder à une évaluation d'impact environnemental. C'est encore la Cour qui l'a répété, notamment dans le paragraphe 204 de l'arrêt des usines que je viens de mentionner. Et là, la Cour s'est très clairement exprimée sur tous les éléments qui doivent être présents pour satisfaire à l'obligation de procéder à une évaluation d'impact sur l'environnement. Et finalement, il y a un autre élément qui caractérise l'obligation de diligence, un élément concret, c'est le devoir de notification, information et consultation avec les étapes pouvant être affectées. Là, ce n'est pas la jurisprudence qui le dit, c'est surtout la déclaration de Rio dans les principes 18, mais surtout 19,
dit que les devoirs de prévention et les exigences de la diligence due exigent que l'État qui veut entreprendre des activités qui peuvent avoir un effet significatif sur l'environnement d'autres États doit les informer, se mettre en contact, les notifier, pardon, les informer de tous les détails du projet, éventuellement dommageables, et évacuer des consultations, mener des consultations avec l'État qui peut être affecté ou les États qui peuvent être affectés. Ça, c'est très clairement dit dans la déclaration de Rio, principe 19. Je m'excuse d'avoir été un peu trop long et j'ai fini. Non, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur José Juste.